Alors que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, une équation mathématique est à l'œuvre qui fait d'un bitcoin valant des millions de dollars, non pas une question de spéculation, mais une inévitabilité arithmétique. Considérez ces chiffres précis. La masse monétaire mondiale M2 s'élève actuellement à 123 trillions de dollars. La dette mondiale a atteint 323 trillions de dollars. En revanche, le bitcoin a une offre maximale de seulement 21 millions de pièces, dont 95% ont déjà été minés. Le halving d'avril 2024 a réduit la nouvelle émission à seulement 450 pièces par jour. Nous assistons à la plus grande expansion monétaire de l'histoire, qui entre en collision avec la courbe d'offres la plus inélastique jamais conçue. Les mathématiques ont déjà déterminé où cela se termine. La seule variable est le calendrier. Le bitcoin atteignant 1 à 5 millions par pièce n'est pas une fantaisie de marché haussier. C'est le prix plancher lorsque le fiat achèvera son cycle de dévalorisation. Le bitcoin a un plafond rigide de 21 millions de pièces qui ne peut être modifié sans détruire le protocole lui-même. Nous avons déjà miné 95% de l'offre totale qui existera jamais. Comparez cela à l'or, qui augmente de 1,7% par an. Les banques centrales détiennent des réserves qu'elles peuvent vendre, de nouveaux gisements sont découverts, et le stock en surface s'élève à 216 000 tonnes métriques. Cependant, personne ne connaît la quantité exacte. Le Bitcoin est complètement différent. Chaque pièce est enregistrée sur un registre public, et le mécanisme de halving réduit automatiquement de moitié les récompenses de minage tous les 4 ans. En avril 2024, les récompenses sont passées de 6,25 à 3,125 bitcoins par bloc, créant seulement 450 nouvelles pièces par jour. C'est une inélasticité absolue de l'offre. Lorsque la demande augmente, l'offre ne peut pas y répondre. Il n'y a pas de production d'urgence, pas d'autorité centrale, et le code s'exécute automatiquement, quel que soit le prix, la demande ou la pression politique. Nous avons miné 19,95 millions de bitcoins, ne laissant que 1,05 million à miner au cours des 116 prochaines années. La nouvelle émission est déjà inférieure à 1% par an et le halving de 2028 la réduira à 225 pièces par jour. Ensuite, il y a la perte permanente. Entre 3 et 4 millions de bitcoins sont perdus à jamais à cause de clés privées égarées. Contrairement à l'or, qui est refondu, les bitcoins perdus restent perdus. L'offre accessible est probablement de 17 à 18 millions de pièces et diminue. L'accumulation institutionnelle en retire encore plus. BlackRock détient 800 000 bitcoins. MicroStrategy en détient 592 000. Ce sont des réserves stratégiques sans intention de vendre avant des décennies. Lorsque les institutions bloquent dans l'offre, le flottant négociable s'évapore. L'ETF de BlackRock à lui seul a enregistré 57 milliards d'entrées depuis janvier 2024, retirant systématiquement de l'offre du marché. Tout est observable. Offre maximale fixe, émission décroissante programmée dans le protocole, perte permanente continue annuellement et accumulation institutionnelle qui s'accélère. Le M2 mondial s'élève à 123 trillions de dollars et a augmenté de 30 trillions depuis 2020, soit 30 trillions créés en seulement 4 ans. La dette mondiale totale a atteint 323 trillions avec un ratio dette-PIB de 326%. Cela signifie que le monde doit plus de 3 fois sa production annuelle. La dette fédérale américaine s'élève à 38 trillions, avec un ratio dette-PIB de 125%, dépensant 1,2 trillion par an juste en intérêts, plus que l'ensemble du budget de la défense. Le Japon a atteint 230% de dette PIB. L'UE finance 73% de sa nouvelle dette par l'expansion monétaire, et la Chine a ajouté 2,2 trillions en 2024. Cela s'accélère. Une dette à cette échelle ne peut être remboursée de manière traditionnelle. Lorsque le ratio dette-PIB dépasse 125%, les gouvernements sont confrontés à 3 options. Faire défaut et déclencher une dépression, imposer l'austérité provoquant un effondrement politique, ou faire disparaître la dette par l'inflation. Au cours de l'histoire, les gouvernements ont toujours choisi l'inflation. Ils impriment de la monnaie, achètent leurs propres dettes et laissent l'inflation éroder les obligations. La dette ne disparaît pas. Elle est transférée aux détenteurs de devises par la perte de pouvoir d'achat. Les États-Unis ont augmenté le M2 de 15 trillions en 2019 à 21 trillions en 2021, 6 trillions en 2 ans.
La Fed a acheté 4 trillions de titres d'État pendant la pandémie en imprimant de l'argent et en achetant leurs propres dettes. C'est la dévalorisation monétaire par définition. Nous avons 123 trillions de M2 en croissance et 323 trillions de dettes en cours de service, créant une impossibilité mathématique de remboursement. Le capital recherche des actifs qui ne peuvent pas être gonflés, une offre fixe hors du contrôle du gouvernement. L'or a joué ce rôle avec une capitalisation boursière de 25 trillions. Mais l'or a des limites. L'offre augmente, il peut être confisqué, il est difficile à transporter, et des prix plus élevés encouragent plus de minage. Le Bitcoin résout tout. L'offre ne peut pas dépasser 21 millions. Vous pouvez déplacer 1 milliard de dollars à travers les frontières instantanément, et il est complètement inélastique. Des prix plus élevés n'en créent pas plus. Si le Bitcoin capture seulement 10% de la prime monétaire de l'or, modeste compte tenu de ses propriétés supérieures, cela représente une capitalisation boursière de 2,5 trillions. Divisé par 18 millions de pièces accessibles, et vous obtenez 139 000 par Bitcoin. Nous avons dépassé cela. Et ce sont des prix planchers conservateurs. En janvier 2024, la SEC a approuvé les ETF Bitcoin au comptant, déclenchant l'adoption d'ETF la plus rapide de l'histoire financière. L'IBIT de BlackRock a atteint 50 milliards en 10 mois. Le prochain ETF le plus rapide a mis 2011 jours pour atteindre 100 milliards. L'IBIT devrait atteindre ce chiffre en seulement 435 jours. Les afflux totaux d'ETF ont atteint 57 milliards d'ici octobre 2025. Il ne s'agit pas d'investisseurs particuliers, ce sont des fonds de pension, des dotations, des fonds souverains et des trésoreries d'entreprises. Harvard détient du Bitcoin. Soros a positionné son fonds et l'Abu Dhabi Investment Authority a triplé son allocation. Ce sont des institutions avec un horizon temporel de plusieurs décennies qui constituent des réserves stratégiques. MicroStrategy détient 592 000 bitcoins, soit 3% de l'offre totale, sans intention de vendre. Les institutions contrôlent désormais 1,86 million de bitcoins, tandis que les trésoreries d'entreprises en détiennent 1,98 million. Cela représente 6,5% de l'offre totale bloquée. Lors des périodes de pointe, les ETF achetaient 10 000 pièces par jour, alors que le minage n'en produit que 450. Les achats institutionnels ont dépassé l'offre de plus de 7 fois, un déséquilibre qui ne peut se maintenir sans un mouvement de prix massif. Lorsque le halving de 2028 réduira l'offre à 225 par jour et que la demande institutionnelle maintiendra même la moitié de son taux actuel de 5 000 par jour, le ratio deviendra de 22 pour 1. Nous observons une valve unidirectionnelle. L'offre ne peut pas augmenter. L'émission diminue de moitié tous les 4 ans et l'accumulation institutionnelle s'accélère. Seul le prix s'ajuste. Goldman projette les cryptos institutionnels à 52% des alternatives et BlackRock recommande une allocation de 1 à 2% contre la dévalorisation du dollar. Les conseils des acteurs majeurs influencent des trillions. Examinons les mathématiques réelles qui pointent vers des objectifs de plusieurs millions de dollars. Nous partons de 123 trillions de M2 et 323 trillions de dettes, tous deux en augmentation. Lorsque le ratio dette-PIB dépasse 125%, la dévalorisation s'accélère. L'or représente 2,5 trillions des réserves des banques centrales, soit environ 10%. Si le Bitcoin n'atteint que 5%, la moitié de l'allocation d'or au M2 actuel, cela représente une capitalisation boursière de 6 trillions. Divisé par 18 millions de pièces accessibles et vous obtenez 333 000 par Bitcoin. Et cela suppose que le M2 reste stable, ce qui ne se produira pas. Le M2 a augmenté de 6% par an pendant une décennie. Au taux actuel, le M2 atteindra 160 trillions d'ici 2030. Une allocation de réserve de 5% signifie 8 trillions, soit 444 000 par pièce. Ce sont des scénarios conservateurs. Étudiez les années 1970 lorsque le dollar s'est délié de l'or. L'inflation a explosé et l'or est passé de 35 dollars à 850 dollars, un rendement de 24 fois en 9 ans alors que les capitaux fuyaient la dévalorisation. Les caractéristiques monétaires du Bitcoin sont supérieures et le capital numérique se déplace exponentiellement plus vite. Une performance similaire à partir de 100 000 nous donne 2 millions par pièce. La richesse mondiale des personnes fortunées totalise 84 trillions. Seulement 2% alloués au Bitcoin représentent 1,68 trillion de demandes pour 18 millions d'offres, soit 93 000 par pièce. Nous avons dépassé cela.
Une allocation de 5%, conservatrice pour un actif qui a surperformé pendant 15 ans, donne 233 000. Une allocation de 10% atteint 467 000. L'argument de Mark Moss concernant le prix plancher suggère 1 à 3 millions basé sur l'expansion du M2, plus le Bitcoin atteignant 5 à 10% de prime monétaire. Non pas un pic de bulle, mais une valorisation stable en tant que réserve mondiale. 5 millions nécessitent de 25% de la prime de l'or à 160 trillions de M2 futurs. Mais cela suppose un fiat stable. Si des crises majeures s'accélèrent, le dollar perd son statut de monnaie de réserve, l'euro est confronté à une crise existentielle, ou le yen subit une hyperinflation, la fuite vers les actifs non dévalorisables ne s'arrête pas à 25%. Considérez une prime monétaire de 50% à 200 trillions de M2 alors que le fiat perd sa légitimité. C'est 100 trillions adressables, 50 trillions divisé par 18 millions, équivaut à 2,77 millions par pièce. Un prix de 5 millions de dollars suppose que le Bitcoin devienne la réserve dominante alors que le fiat achève son effondrement. Cela nécessite que le M2 atteigne 250 trillions, que le Bitcoin capture 50 à 60% de primes et que l'offre accessible soit limitée à 16 millions par perte. Les mathématiques déterminent le prix, les variables sont le timing et le pourcentage capturé. Abordons les principales objections car elles méritent d'être considérées. Premièrement, le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, mais examinez la valeur intrinsèque de l'or. La demande industrielle ne représente que 10%. Les 90% restants sont la prime monétaire et les bijoux, ce qui signifie que les gens l'apprécient parce que d'autres se font et que les gouvernements ne peuvent pas facilement en créer davantage. La proposition de valeur du Bitcoin repose sur des propriétés monétaires supérieures, une rareté parfaite vérifiée mathématiquement, une divisibilité infinie, une transportabilité instantanée et une vérifiabilité complète via la blockchain. La valeur intrinsèque du Bitcoin est la certitude mathématique de l'offre plus la sécurité du réseau, sans doute la propriété monétaire la plus tangible jamais créée. Deuxièmement, les gouvernements l'interdiront. Ils essaieront. La Chine a interdit le minage et les opérations et ils ont simplement déménagé. Le réseau n'a pas été rompu et le taux de hachage a retrouvé de nouveaux sommets. Voici le point clé. Les gouvernements interdisent les menaces à leur pouvoir. Chaque tentative d'interdiction valide que le Bitcoin fonctionne comme prévu. En tant que système monétaire hors de tout contrôle centralisé, le plus ils l'interdisent, le plus sa nécessité devient évidente. Troisièmement, le risque technologique. L'informatique quantique brise la cryptographie ou une erreur catastrophique apparaît. Le Bitcoin a fonctionné pendant 16 ans sans défaillance critique malgré des trillions d'incitations à trouver des exploits. Les menaces quantiques sont réelles mais encadrées dans une période de 10 à 20 ans. Le Bitcoin peut passer à des algorithmes résistants au quantique avant que cela ne devienne une menace réelle. C'est un problème d'ingénierie avec des solutions connues. Quatrièmement, peut-être que cette fois-ci est différente. Les gouvernements s'échappent par la croissance, l'innovation ou la discipline. Historiquement, aucun gouvernement dépassant 125% de dette PIB n'a échappé par la seule croissance. Pourquoi? La croissance nécessite des investissements. L'investissement nécessite du capital, et le capital est consommé pour le service de la dette. Les États-Unis dépensent 1,2 trillion par an en intérêts, de l'argent qui ne peut pas financer les infrastructures, l'éducation ou la productivité. Les coûts d'intérêt étouffent les dépenses de croissance, réduisant la croissance, augmentant la dette, PIB, et augmentant les coûts d'intérêt. C'est une boucle infernale. Rien de tout cela ne brise les mathématiques fondamentales. Une dette impayable plus une offre fixe plus une adoption institutionnelle égale une appréciation. Vous pouvez débattre de l'ampleur et du timing, mais pas de la direction fondamentale. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Permettez-moi de vous expliquer les principes clés. Premièrement, ce n'est pas de la spéculation au sens traditionnel. Vous vous positionnez sur des dynamiques observables déjà en mouvement. Si les gouvernements continuent de faire disparaître la dette par l'inflation, et l'histoire dit qu'ils le feront, détenir des actifs non gonflables est une stratégie défensive, non un pari agressif. Deuxièmement, adaptez-vous à votre conviction. Si vous êtes incertain, 1 à 2% de la valeur nette liquide.
Si vous avez une forte conviction, 5 à 10% tout en maintenant la diversification. Troisièmement, la garde est importante. Pas vos clés, pas vos pièces. Les échanges peuvent geler, restreindre ou confisquer. L'autogarde via des portefeuilles matériels soustrait le Bitcoin au contrôle institutionnel. Le détenir en dehors du système est essentiel. Le laisser sur des échanges va à l'encontre du but. Quatrièmement, l'horizon temporel est tout. Le Bitcoin est volatile sur des mois, mais sur des décennies, il suit l'expansion monétaire. Si vous avez besoin de liquidité dans les 12 mois, c'est une position inappropriée. Pour la prochaine décennie, alors que les systèmes se restructurent, la volatilité devient hors de propos. Cinquièmement, les monnaies numériques des banques centrales rendront cela plus difficile une fois mises en œuvre. À mesure que les gouvernements déploieront des monnaies programmables, déplacer des richesses entre les systèmes deviendra difficile. La fenêtre pour établir des positions en dehors des infrastructures existantes se réduit. Sixièmement, cela demande de la conviction. La pression sociale pour être raisonnable sera intense. Collègues, conseillers et familles qualifieront cela de téméraire. Ils opèrent sur d'anciens paradigmes où les obligations étaient en sûrs et l'argent était stable. Ce paradigme est en train de se briser. Septièmement, accepter le compromis. La volatilité est le prix des actifs non dévalorisables. Vous voulez de la stabilité? Détenez des obligations d'État. Mais comprenez que ces obligations sont libellées dans une monnaie systématiquement dévalorisée pour faire disparaître la dette. Choisissez la stabilité nominale ou la préservation du pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Nous vivons la phase terminale de la collision entre le fiat basé sur la dette et le premier actif numérique parfaitement rare. Les mathématiques ne sont pas compliquées. Dette impayable plus impression illimitée, plus offre fixe égale appréciation. Je ne prédis pas 5 millions avec certitude. Je montre que cette capacité existe. L'infrastructure est construite, la dévalorisation s'accélère, l'adoption est opérationnelle et l'offre est mathématiquement contrainte. Si les gouvernements continuent de choisir l'inflation, et tout suggère qu'ils le feront, le capital se dirigera vers la préservation. 1 à 5 millions n'est pas de l'euphorie. C'est le point final lorsque le Bitcoin atteint 5 à 25% de la prime monétaire mondiale pendant une dévalorisation active. Ce n'est pas de la spéculation, mais de l'arithmétique sur des systèmes observables. Dans les 18 mois, les infrastructures de transition majeure seront achevées. Les projets pilotes de MNBC seront opérationnels. Les contrôles de capitaux se normaliseront et les alternatives se réduiront. Les allocations institutionnelles actuelles via BlackRock, Fidelity et les fonds souverains représentent une anticipation de ce qui arrive. Les riches sont déjà positionnés, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils jouaient un jeu différent. Non pas l'optimisation des rendements trimestriels, mais la préservation du pouvoir d'achat à travers les changements de régime. Ils tiennent la règle pendant que vous tenez ce qui est mesuré. C'est le même point de décision auquel ont été confrontés les détenteurs de liquidités dans les années 1970, les citoyens de Weimar et chaque détenteur de devises en dévalorisation dans l'histoire. Conservez l'actif qui font en prétendant que la stabilité existe, ou positionnez-vous sur des actifs non dévalorisables et acceptez la volatilité comme prix de la préservation. Les mathématiques disent déjà où cela va. La seule question est, agirez-vous avant que la fenêtre ne se ferme? Le Bitcoin se dirige vers 1 à 5 millions, non pas à cause des récits d'adoption, mais parce que c'est là que les mathématiques le mènent. Lorsque 123 trillions de M2 plus 323 trillions de dettes entrent en collision avec 21 millions d'offres fixes, ce n'est pas de la fiction, c'est des mathématiques. Les mécanismes de contrôle ne sont pas à venir, ils sont là. La dévalorisation n'est pas théorique, elle est opérationnelle. Le choc de l'offre n'est pas prédit, il est observable. Si cette analyse a changé la façon dont vous envisagez l'avenir mathématique de votre patrimoine, assurez-vous de vous abonner et d'aimer la vidéo. Nous sommes en train de découvrir l'histoire économique qu'ils ont essayé d'enterrer et de cartographier l'avenir qu'ils ne peuvent pas contrôler. Gardez une longueur d'avance sur la transition. La prochaine percée dans le registre mondial sera bientôt révélée.